du support physique de la vie, hein, de l'ensemble de la biosphère. Il montre non seulement que la Terre est un système qui a ses propres régulations, mais que la Terre, elle régule elle-même des processus biologiques. C'est-à-dire que on peut parler de la Terre comme d'un être biophysique et pas seulement physique. Et c'est ça qui est très important parce que ce rôle de la Terre, comme par exemple le rôle des océans, qui est un rôle régulateur, est évidemment favorable au développement de la vie. Alors, voici une conception scientifique, fondée du reste sur les acquis des sciences de la Terre, mais qui nous montre à quel point il y a une certaine vie propre à cette réalité physique, et que cette vie propre, évidemment, se combine et favorise ce que nous appelons, nous, la vie, dans le sens biologique du terme. Bon. Alors, il y a un troisième aspect qui est évidemment, la Terre est devenue pas seulement un être biophysique, c'est aussi un être anthropo-biophysique, c'est-à-dire où l'humanité la modifie. Déjà, les sociétés les plus archaïques savaient, enfin, celles qui avaient l'usage du feu, savaient comment brûler du bois pour faire des clairières. Dès cette époque, l'humanité intervient sur la nature, bien entendu, d'une façon qui n'est nullement agressive, puisqu'il respectait les écosystèmes, et quand le gibier, par exemple, se faisait rare, il migrait pour d'autres régions. Évidemment, l'agriculture a profondément modifié la vie végétale, et l'élevage a profondément modifié la vie animale, et le développement de notre civilisation technique, industrielle, capitaliste, qui a pu apporter non seulement d'énormes modifications, mais ensuite les très grandes dégradations que nous connaissons. Bon. Alors, pourquoi, moi, ai-je parlé de terre-patrie? Tout d'abord, parce que nous sommes des enfants de la Terre. Je veux dire que c'est de la Terre qu'a produit la vie. Comme vous le savez, l'organisation vivante est une organisation de molécules et macromolécules qui se retrouvent tous dans l'univers physico-chimique. Qu'est-ce qui est vivant? Ce n'est pas la matière qui est physico-chimique. Ce qui est vivant, c'est la complexité de l'organisation de cet ensemble de macromolécules qui, à ce moment-là, cette complexité a des qualités qui n'existent pas dans la matière strictement physique, c'est-à-dire la capacité de reproduction, de réparation et de connaissance. Bon, alors, donc, la vie est fille de la Terre, mais nous sommes les enfants de la vie. Nous savons depuis Lamarck et Darwin, surtout, que c'est l'évolution, un rameau de l'évolution vivante qui a conduit à la formation des primates, puis des hominiens, et puis de nous, qu'on appelle Homo sapiens. Donc, nous sommes les enfants de la Terre, incontestablement. Et c'est une première raison qui nous fait militer pour l'idée que la Terre est notre patrie. Une deuxième raison vient que quand on considère avec nos connaissances astrophysiques actuelles la position de la Terre dans le cosmos, nous voyons que c'est une petite planète d'un soleil minuscule, d'une galaxie périphérique qui s'appelle la Voie lactée, dans un univers gigantesque. Et puis dans cet univers, dès que nous quittons l'atmosphère, nous sommes congelés. Ou si nous approchons trop près d'un soleil, nous sommes carbonisés.
L'univers, c'est du trop chaud ou du trop froid. La Terre, elle est tiède. Elle a les conditions climatiques de température qui ont permis la vie. Donc, la Terre, c'est notre maison, notre jardin. Vous savez, la formule qui a commencé à sortir dans les années 80, lorsque Gorbatchev, à l'époque, qui était le dirigeant de l'Union soviétique, parlait de la maison commune. Bon. Mais vous savez, maison, ça se dit home en anglais. Et home se dit aussi patrie. Bon. Et, disons, il y a cet autre phénomène. C'est que l'humanité s'est répandue sur tous les continents. C'est un processus qui a peut-être commencé il y a 100 000 ans. C'est prodigieux de penser que ces sociétés archaïques, avec sans doute un désir de recherche, d'aventure, ont pu même trouver des moyens pour naviguer dans les îles lointaines de l'Océanie. C'était en Amérique, en Asie bien entendu, en Europe. Ils sont partis d'Afrique. Donc, il y a eu une diaspora planétaire de toute l'humanité, mais ces humains, ces sociétés, ne se connaissaient pas les unes les autres. Il a fallu qu'apparaissent, en delà des petites sociétés archaïques, des grandes sociétés historiques, des empires, Sumer, Akkad, l'Égypte, la Chine, etc., pour qu'à ce moment-là, commence du moins pour l'Eurasie des communications avec la route de la soie qui allait d'Europe en Asie, d'Europe en Chine et de Chine en Europe. Bon. Mais le phénomène le plus important, c'est ce qu'on peut appeler l'ère planétaire, qui à partir de la fin du XVe siècle, c'est-à-dire la découverte des Amériques, qui ne s'y attendaient pas, par Christophe Colomb, puis leur conquête, et la navigation autour du globe par le Polonais Vasco de Gama, qu'on s'est rendu compte que la Terre était une planète où désormais tous les continents commençaient à communiquer. C'est le début de ce que j'appelle l'ère planétaire. Or, cette ère planétaire, qui au XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle se développe à travers pas seulement des échanges, mais à travers la domination, l'exploitation, la colonisation et l'esclavage. Bon. Cette ère planétaire change de figure à la fin du XXe siècle. Et bien qu'il y ait d'énormes inégalités, bien qu'il y ait d'énormes différences, que se passe-t-il? Il se passe que nous vivons une communauté de destin. Pourquoi communauté de destin? Mais parce que nous avons désormais les mêmes... Nous soyons asiatiques, amérindiens, africains. Nous avons des problèmes vitaux. Pourquoi? Nous sommes tous menacés par la propagation des armes de destruction massive et par le climat de fanatisme, d'exaltation politico-ethno-religieuse qui se déploie et qui rend chaque fois de plus en plus possible, pour ne pas dire probable, non seulement des guerres, elles existent, mais une grande déflagration où serait employée l'arme nucléaire. Et vous savez que même sans l'arme nucléaire, nous avons assez d'armes meurtrières et qui sont capables pratiquement d'anéantir l'humanité, ne serait-ce que des armes chimiques. Bon, vous avez un danger mortel pour l'humanité. Vous avez un deuxième danger, qui est la dégradation de la biosphère. Et ce n'est pas seulement le réchauffement climatique qui va inonder des régions entières, qui va provoquer des migrations, donc des nouveaux risques de guerre, mais qui va attaquer nos capacités de pouvoir vivre nous-mêmes si nous vivons dans un milieu extérieur complètement appauvri. Donc, nous avons ce deuxième problème de danger qui frappe la biosphère. Nous avons une économie qui est mondialisée, et cette économie mondialisée, surtout depuis qu'elle a pénétré en Union soviétique, en Chine, au Vietnam, partout,
d'économie de profit. Cette économie n'est pas régulée. Nous le voyons bien à la crise qui est survenue